Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue au Printemps de l'économie 2014, organisé par Les Économiques, avec le soutien du groupe Caisse des dépôts et placé sous le patronage de l'Assemblée nationale et de la représentation en France de la Commission européenne. Cette année, l'Union européenne sera au cœur des débats, et plus précisément sur la thématique l'Union européenne et un problème ou une solution. Je me présente, je m'appelle Kenza Awad, je suis étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et voies technologiques au lycée Turgot. La table ronde qui nous réunit ce soir, en partenariat avec le Centre d'économie de la Sorbonne et l'École d'économie de Paris, a pour sujet l'innovation, les politiques industrielles et de concurrence de l'Union européenne. Celle-ci sera animée par M. Philippe Escambre, journaliste et responsable du supplément quotidien Éco et Entreprise du journal Le Monde. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir des économistes renommés, M. Xavier Rago, M. David Spector et M. Jean-Philippe Tropiano. M. Xavier Rago, bonsoir. Vous êtes diplômé de l'École Polytechnique de Paris. Vous avez été conseiller économique au cabinet de l'ancien ministre du Redressement productif, M. Arnaud Montebourg. Vous êtes actuellement chercheur au Centre national de la recherche scientifique et membre associé à l'École d'économie de Paris. Monsieur David Spector, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Paris, où vous êtes maintenant professeur. Vous êtes tout comme Monsieur Rago chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique et membre associé à l'École d'économie de Paris. Et enfin, vous êtes spécialiste en questions d'économie industrielle et d'économie de la concurrence. Monsieur Jean-Philippe Tropiano, bonsoir. Quant à vous, vous êtes diplômé d'une grande école de commerce et êtes actuellement professeur d'économie à l'Université Paris 1, membre associé à l'École d'économie de Paris et membre du Centre d'économie de la Sorbonne. Pour le bon déroulement de cette table ronde, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien éteindre vos téléphones portables et tout autre appareil électronique. Nous vous souhaitons un agréable moment. Je cède la parole à M. Philippe Escambre. Merci. Merci Kenza pour cette introduction. C'est parfait, on n'a donc plus qu'à commencer. Alors on va effectivement parler de concurrence. Je vous propose qu'on élargisse le thème de la concurrence, j'allais dire au-delà de l'Europe, mais peut-être en deçà de l'Europe aussi, et on parle également des questions de concurrence en France. De toute façon, ce sont les mêmes. C'est un jeu d'emboîtement l'un dans l'autre. Alors, quand on parle de concurrence en France, justement, immanquablement, aujourd'hui, alors je sais d'ailleurs pas qu'on rappelle ça, mais on pense à l'épisode Free. On se souvient que quand le 11 janvier 2012, Xavier Niel avait lancé un service de téléphone à des prix cassés, largement en dessous de ce que proposait la concurrence de l'époque, eh bien, le ministre du Redressement industriel s'était exclamé par Twitter: Xavier Niel vient de faire avec son nouveau forfait illimité plus pour le pouvoir d'achat des Français que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Un applaudissement. Un an plus tard, la lune de miel a cessé et par le même canal Twitter, il s'exclame: toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès low cost de Free Mobile. Alors, cette affaire très médiatique est assez exemplaire finalement de la dialectique de la concurrence et aussi d'une sorte de malaise qui s'empare des politiques quand on évoque ce sujet délicat. La concurrence, c'est un bienfait ou c'est une calamité? Est-ce qu'il en faut un peu, beaucoup, pas du tout? Comment? Alors, je vous propose qu'on passe en revue les différents sujets qui traitent de la concurrence, qu'ils soient au niveau national ou international, et qu'on commence par celui-là. Quand un opérateur arrive en 2012, on trouve que c'est une nouvelle formidable, que ça profite aux consommateurs. 2 ans plus tard, on estime que finalement 4 opérateurs, c'est une catastrophe pour l'investissement et pour l'emploi, et qu'on milite pour réduire la concurrence. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un niveau optimal entre les uns et les autres qu'on pourrait fixer
arbitrairement? Est-ce qu'il faut chercher un juste milieu entre une concurrence totale, sauvage, et puis le monopole ou l'oligopole plus confortable et évidemment moins satisfaisant pour le consommateur? Alors, je vais faire un petit tour de table rapide justement pour que chacun me donne un peu sa conception de la concurrence. Alors, je vais commencer par vous, David Spector. La concurrence, est-ce que c'est comme le vin rouge, il faut en user avec modération et pas en abuser? Alors, c'est certainement ce que pensent beaucoup de personnes, notamment en France. L'exemple que vous avez pris de Free est très intéressant pour plusieurs raisons. Alors, d'abord parce qu'il ne relève pas strictement parlé, en tout cas pas à titre unique, de la politique de la concurrence, puisque effectivement il y a eu des débats au moment de l'arrivée de cet opérateur, qui était le 4e opérateur mobile, pour savoir s'il fallait 4 opérateurs, ou si c'était trop, si ça allait empêcher le développement d'infrastructures nouvelles et coûteuses, s'il valait mieux rester à 3. L'idée centrale de la politique de la concurrence, c'est que ce n'est pas au pouvoir politique de décider ça, mais que qu'un fonctionnement correct du marché conduit, alors ça peut paraître un petit peu naïf, mais conduit en général à la bonne réponse, sachant que plus de concurrence, effectivement, c'est positif à court terme pour les consommateurs en termes de prix plus bas. Dans certains cas, ça peut ne pas être viable à long terme parce que les entreprises ont aussi besoin de pouvoir financer leurs investissements fixes. Mais l'idée centrale de la politique de la concurrence, c'est que ce n'est pas le pouvoir politique qui va, omniscient, décider s'il faut 2, 3 ou 4 opérateurs, mais qu'on va se limiter simplement à réprimer les pratiques par lesquelles les entreprises essaient artificiellement d'empêcher la concurrence. Alors, pour dire encore un mot sur Free, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps que 4 était trop. Or, ce qui vient de se passer il y a quelques jours, c'est que l'actionnaire de SFR, Vivendi, devait choisir entre 2 offres de reprise de SFR, l'une qui aurait conduit à ce qu'il n'y ait plus que 3 opérateurs, celle de Bouygues, et celle de Bouygues, et une autre, celle de Numérica, qui maintient 4 opérateurs dans le mobile. Ce qu'on observe, c'est que donc, le marché conduit plutôt à garder 4 opérateurs. Alors, est-ce que le marché a toujours raison? Certainement pas. Mais en tout cas, ça nous dit qu'il y a peut-être des éléments d'information que les commentateurs et les pouvoirs politiques pensaient avoir, et que le marché nous donne d'autres éléments d'information qui nous montrent que le pouvoir politique n'est pas omniscient. Dernier point sur Free, on est dans un marché très particulier dans lequel l'État a effectivement le pouvoir, à la différence des autres marchés, d'influer sur la structure même du marché, parce que pour être opérateur de téléphonie mobile, il faut utiliser le spectre hertzien, et c'est l'État qui est propriétaire du spectre hertzien et qui délivre des autorisations. Donc c'est un cas très différent de la plupart des marchés. Si on regarde la plupart des marchés, l'État n'a pas ce pouvoir de contrôle. Free illustre tout de même les raisons pour lesquelles on peut considérer que la concurrence est quelque chose de positif. En remontant plus loin dans le temps, donc on peut être amené à s'intéresser non pas à la téléphonie mobile, mais au marché par lequel Free a commencé son activité, qui était l'accès à Internet. Et la politique de la concurrence a finalement conduit l'opérateur historique France Télécom, et c'était la même chose dans tous les pays d'Europe, à donner l'accès au consommateur final. C'était ce qu'on appelle le dégroupage du fil cuivre, donc qui finalement donnait accès aux infrastructures qui permettaient à des concurrents d'offrir des services concurrents de ceux de l'opérateur historique. Et c'est ça qui a conduit, à l'époque, au développement de ce qu'on appelle le triple play, c'est-à-dire toutes ces offres innovantes qui mêlaient téléphonie, télévision et accès à Internet, qui ont d'ailleurs conduit ensuite les autres opérateurs, y compris les opérateurs historiques, à innover eux aussi. La concurrence a ouvert le marché. Donc la concurrence ne conduit pas seulement à des prix plus bas, mais aussi à de l'innovation, à des nouveaux produits. Et c'est l'une de ses principales justifications. Donc pour vous, seul le marché définit le niveau optimal de concurrence, c'est pas à l'État de le faire? Non, l'État a le moyen d'intervenir d'une manière sur le niveau de concurrence, c'est dans l'une des branches de la politique de la concurrence, qui est le contrôle des concentrations. Quand 2 entreprises veulent fusionner, ce qui conduit donc par définition à ce qu'il y ait un opérateur de moins, les autorités de concurrence ont le pouvoir d'interdire la fusion si elles considèrent que cette diminution de la concurrence risque d'être nuisible pour les consommateurs. C'est-à-dire dans le sens de moins de concurrence, mais pas dans l'autre sens. C'est-à-dire le pouvoir politique ne doit pas réduire la concurrence. L'idée, c'est que si, non, effectivement, le pouvoir politique
ne réduit pas la concurrence. En revanche, le marché peut réduire la concurrence. Par exemple, En général, c'est ce qu'ils cherchent à faire d'ailleurs. le marché peut réduire la concurrence. Les autorités de concurrence cherchent à l'empêcher en réprimant les pratiques anticoncurrentielles comme les cartels ou les abus de position dominante. Mais dans les cas où il existe des justifications économiques à ce qu'un marché devienne, disons, plus concentré, les autorités de concurrence, en général, autorisent ces opérations. Donc, la politique de la concurrence, ce n'est pas une politique qui cherche à imposer la concurrence maximale en interdisant, par exemple, le rapprochement d'entreprises. Si on regarde les milliers de concentrations qui ont été notifiées à la Commission européenne depuis qu'il existe le contrôle des concentrations depuis 1989, la très grande majorité a été autorisée, un petit nombre a été autorisé sous réserve de certains engagements, et quelques-unes, je pense moins de 10, enfin très peu, ont été interdites. Donc la politique de la concurrence, ce n'est pas une politique béate qui considère que plus il y a de concurrence, mieux l'économie se porte. Elle vise avant tout à empêcher finalement la prise de contrôle du marché par des entreprises qui utilisent des outils autres que simplement les mérites de leurs propres produits. Un dernier point, la politique de la concurrence n'interdit pas, par exemple, la détention d'un pouvoir de monopole. Ce qu'elle cherche à interdire, c'est la politique de la concurrence considère que l'acquisition d'un pouvoir de monopole, par exemple, du simple fait de la supériorité intrinsèque des produits ou des services d'une entreprise, ça ne pose aucun problème. Ce qu'elle cherche à interdire, alors évidemment parfois elle peut se tromper, c'est l'acquisition d'un pouvoir de monopole par des moyens abusifs. Ou l'abus de la position de monopole. On l'avait vu avec Microsoft. Absolument, Microsoft, Intel plus récemment. Alors Jean-Philippe Tropiano, est-ce que vous pensez qu'on peut déterminer un niveau optimal de concurrence qui à la fois protège les producteurs et satisfait les consommateurs? Alors, justement, je pense que le point, c'est un point qu'a souligné David, David nous dit c'est le marché qui va dire finalement quel est le bon niveau de concurrence. En fait, ce qui souligne un point extrêmement important, c'est de quelle information disposons-nous pour, si éventuellement il existait un niveau optimal de concurrence, déterminer ce niveau optimal de concurrence. Pour reprendre votre exemple, en gros, vous dites 3, 4, ben voilà, quel est le chiffre magique, 3, peut-être 4, peut-être 3, on ne sait pas. Et peut-être que le marché ne sait pas, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être que le régulateur, l'ARCEP, celui qui s'occupe de réguler le secteur des télécommunications et l'autorité de la concurrence, le sait peut-être encore moins. Il y a un gros problème d'information lorsque on décide d'autoriser une fusion, donc éventuellement lorsque il y a un opérateur de moins, s'il y avait un opérateur de moins, il faut pouvoir imaginer la contrefactuelle, donc ce qui se passerait si on autorisait la fusion ou si on refusait cette fusion, et c'est une information qui est très difficile à obtenir. Alors peut-être que dans l'exemple que vous donnez, on tâtonne, et donc on pensait, il ne faut pas oublier dans le contexte, peut-être rappeler qu'on sortait d'un cartel dans cette industrie. Il y avait 3 opérateurs, donc on considère que lorsque les firmes sont très peu nombreuses sur le marché, il est extrêmement facile pour elles de s'entendre sur les prix. C'est ce qu'elles avaient fait d'ailleurs. C'est ce qu'elles avaient fait, donc il y avait une le Conseil affaire. de la concurrence les avait sanctionnés pour entendre sur les prix, donc elles étaient parvenues avec un système très habile d'échange d'informations sur leur part de marché à maintenir un cartel sur les prix. Donc on sortait de cette situation-là, et une bonne façon de déstabiliser l'émergence d'un nouveau cartel, c'est de faire entrer un nouvel opérateur. Donc là on voit bien qu'il y a de la bonne concurrence, et que la bonne concurrence c'est celle qui déstabilise le cartel. Après, le contexte plus récent est un peu nouveau, il y a de gros investissements qui doivent être faits dans les nouvelles générations de mobiles, et là effectivement il peut y avoir de la mauvaise concurrence, au sens où pour rémunérer un investissement, il faut de la rente, et peut-être que moins d'opérateurs augmentent cette rente, et donc il est possible là qu'un opérateur de moins pourrait être intéressant. Donc là, l'autorité de la concurrence, s'il y avait une fusion entre 2 opérateurs de mobile, aurait dû, avec les informations dont elle dispose, essayer de peser ce que vous dites vous, c'est-à-dire le pour et le contre de plus ou moins de concurrence, en gros prix contre plus d'investissement, éventuellement plus des bas prix demain. Mais alors vous êtes un académique, un économiste, alors on sait qu'il y a eu sur cette affaire, on va pas passer toute la soirée sur cette affaire, mais elle est vraiment intéressante, il y a eu un débat d'économistes pour savoir les conséquences, quelles étaient les conséquences sur l'emploi. Alors chacun a fait appel à enfin chacun, en tout cas l'OFI a fait appel à des économistes patentés qui ont pondu un
rapport avec plein d'équations qui montraient que non, ça créait plein d'emplois. Est-ce que c'est si difficile, est-ce que c'est quasiment impossible pour un économiste de calculer ces conséquences d'une... ou alors est-ce que c'est trop tard, c'est-à-dire que lui, il ne peut le faire qu'à posteriori, les conséquences d'un trop de concurrence ou pas assez sur l'emploi et le prix? En fait, je pense que dans votre question, il y a deux questions implicites. La première qui me semble la plus importante, c'est quel est l'objectif qu'on donne à la politique de la concurrence. Et ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Est-ce que c'est protéger les consommateurs, donc ce que les économistes appellent le surplus des consommateurs, donc on va se concentrer essentiellement dans ce cas-là sur le niveau de prix, sur la qualité des produits et sur la diversité des produits. Et dans ce cas, si c'est ça l'objectif, dans ce cas-là, on ne regardera pas directement ce qui se passe sur l'emploi, et les économistes industriels diront plutôt, avec les informations dont on dispose, il se trouve que le niveau d'emploi est très corrélé à l'intensité de la concurrence. Parce que l'intensité de la concurrence stimule, si ça va dans le sens des consommateurs, stimule plutôt le niveau de production, et le niveau de production est plutôt corrélé au niveau d'emploi. Donc si l'objectif du régulateur c'est de se concentrer sur le surplus des consommateurs, il risque de répondre ça. Et puis par ailleurs, la partie essentielle de sa réponse, à la limite, c'est pas mon problème. Il y a un objectif, un instrument. Donc l'objectif, ce sont les consommateurs. Mon instrument, c'est de réguler le niveau de concurrence. Et pour ce qui est de la politique de l'emploi, il y a d'autres instruments qui sont sans doute beaucoup plus efficaces que jouer sur le niveau de concurrence. Alors, ensuite, si vous assignez malgré tout un objectif d'emploi à la politique de la concurrence, il y a deux niveaux de réponse. Donc moi, je m'en donnerai un, je laisserai peut-être David ou Xavier répondre sur l'autre. Le premier niveau de réponse, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur, donc en équilibre partiel. Et au niveau du secteur, donc là, les effets sont peu clairs, parce que c'est vrai que d'un côté, s'il y a une stimulation de la production, ça va avoir un effet positif sur l'emploi. Maintenant, si les gains d'efficacité sont très importants et qu'ils économisent beaucoup d'emplois, il peut y avoir des effets négatifs. Maintenant, il y a un deuxième niveau, qui est le niveau plus macroéconomique, une des deux études auxquelles vous faisiez allusion regarde les choses plus en détail. Donc, là, je laisserai peut-être Xavier, je passe peut-être Xavier ou à David qui connaissent peut-être mieux que moi cette étude-là. Alors, Xavier Ringot, est-ce que, alors on va parler des économistes, derrière les politiques, est-ce qu'on peut déterminer un niveau optimal? Est-ce que c'est possible, avant l'expérimentation, de déterminer finalement le niveau optimal entre producteurs et consommateurs, emploi et prix? Oui. Un petit peu. Enfin, je vais répondre d'abord à une question sur concurrence. Pourquoi la concurrence et l'économie de la concurrence est aussi présente dans les débats. Déjà, un premier point, historiquement, le droit de la concurrence s'est construit contre les essais de marché. Historiquement, il y a eu des grandes entreprises qui se sont constituées, qui avaient des pouvoirs de monopole importants dans certains secteurs traditionnellement et qui mettaient des prix très très élevés et qui faisaient des profits colossaux. Ça, c'est aux États-Unis, en France, par exemple. Voilà, ça c'était l'antitrust. C'est assez important de voir que le droit de la concurrence s'est construit contre les essais de marché et qu'il y a peut-être une petite différence avec le discours de, par exemple, David Spector, car il faut débat créé ici, en disant sur le marché créé de déterminer le niveau optimal de concurrence. Pas tout à fait, au contraire, peut-être justement, si on laisse le marché seul se constituer, il n'y aurait pas assez de concurrence par des fusions-acquisitions qui permettront de créer des pouvoirs de monopole. Soyons concrets, par exemple, si on regarde en France, parce que souvent on parle marché, moi j'ai un biais, je parle plutôt entreprise, qui est un peu l'envers, et quand on dit le marché, c'est des acteurs, des entreprises, des gens qui font des choses. En France, il y a 200 grandes entreprises. Ces 200 grandes entreprises, c'est pas beaucoup, 200 grandes entreprises, et le total des entreprises, c'est 2006. Ces 200 grandes entreprises, elles font 80% du stock de capital. Elles font 60% de la R&D. Elles font à peu près 50% des exports. Ça fait beaucoup quand même. Et les 80 plus grandes entreprises, c'est 25% d'emplois français. Et encore, je ne parle pas des filières, je ne parle pas des sous-traitants qui. Il y a une concentration énorme du tissu productif dans les économies développées. Pourquoi? Est-ce qu'il faut limiter? Est-ce qu'il faut favoriser? Comment gérer ces choses-là? On sent bien que, et c'est la difficulté principale que je perçois dans ces débats, il y a
quand on a parlé d'économie, de juriste, il y a une fonction dont on ne parle pas, qui est l'ingénieur, qui est faire parfois les entreprises plus grandes, c'est plus efficace au niveau industriel, au niveau technologique. Par exemple, quand je fais par exemple, téléphone mobile, il faut déployer des antennes, des réseaux d'antennes. Chaque opérateur a un réseau d'antennes. C'est à peu près débile de déployer 10 réseaux d'antennes en parallèle. Parce qu'il y aura des réseaux d'antennes en surnuméraire. Il vaut peut-être faire quelques réseaux d'antennes et contrôler le nombre d'antennes pour éviter qu'il y ait un nombre pas optimal d'infrastructures publiques constituées. C'est d'ailleurs pour ça que le train, le réseau ferré de France, est géré par l'État et on essaie de faire une concurrence sur les infrastructures. Donc il y a des tas de domaines dans lesquels l'ingénieur, Naïf Koubé-Défis, un ami des rendements industriels, est prédominant pour savoir quelle est la taille optimale de l'entreprise. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles pour l'entreprise et pour l'économie industrielle. Et c'est pour ça que c'est tellement facile de parler du surplus du consommateur. Parce que parler du surplus du consommateur, vous regardez la baisse des prix, qu'est-ce que ça fait sur le consommateur? Parler de l'efficacité technique des fusions-acquisitions, là, c'est très compliqué. Et on va parler au niveau européen, tout le droit européen essaie d'éviter ce débat-là pour pas que la Commission européenne émette des avis qui aient l'air d'une validation industrielle ou pas. On essaie de détourner quand on accepte des fusions-acquisitions pour ne pas rentrer dans ce débat technique sur lesquels on sait que les débats sont très difficiles. Donc il y a un jeu à avoir entre laisser les forces de marché qui parfois font des fusions-acquisitions pour gagner en efficacité technique, et parfois elles font des fusions-acquisitions pour augmenter leur pouvoir de monopole, on diminue les concurrents et puis on fait du cartel. Et c'est cet équilibre entre l'efficacité technique et lutter contre le cartel qui détermine secteur par secteur un niveau de concurrence qui doit être bon pour limiter les excès. Je pense qu'il ne faut pas considérer la concurrence comme étant une solution un peu mystique pour transformer la société, créer des incitations, etc. Parfois le discours, et c'était il y a quelques années au niveau européen, on disait que la politique de la concurrence est un substitut à la politique industrielle. Alors là, personnellement, je ne comprenais plus rien, je ne sais plus qui était quoi. Donc il y avait un truc magique de la politique de concurrence qui faisait tout. Alors on voit très bien pour les raisons que j'ai dites, pour les raisons d'efficacité technique, les raisons d'infrastructure, les raisons parfois d'externalité, de monopole, enfin j'en parle dans les détails un peu de choses, il y a une légitimité pour la politique industrielle et il y a une légitimité pour la politique de la concurrence qui doit lutter contre les excès. Donc c'est cet équilibre-là qui est difficile. Et moi, ce que je perçois, encore pour mettre les pieds dans le plat, au niveau européen, c'est que, vous voyez, la politique de la concurrence, c'est pour limiter les excès des entreprises dans leur pouvoir de monopole. Et du fait de la constitution du marché commun et des contraintes de l'intégration européenne, il y a eu un bouger de la politique de la concurrence pour limiter les excès d'intervention politique dans l'économie. Et donc la cible s'est déplacée, il y avait une suspicion que l'intervention politique allait distordre des incitations à cause de lobbying, etc. Enfin des choses qui sont parfois justes. Ça, on va en parler. Mais donc il y a eu ce bouger-là qui s'est constitutionnalisé dans le marché unique, qui fait réfléchir sur les équilibres entre les trois acteurs, le politique qui vote, qui a la souveraineté populaire, l'économique qui essaie d'analyser les choses, et l'industriel qui voit les choses sous un angle purement technique. Et alors ce curseur, on a bien compris, donc David il dit finalement ce curseur c'est l'autorité de la concurrence qui en fait le place en fonction des spécificités des filières. Est-ce que c'est une autorité indépendante qui va faire ça ou est-ce que c'est le politique qui doit s'en charger? Alors là, on a des choses il y a assez complexes, il y a la théorie, la pratique et il y a la Constitution européenne, qui est en France quelque chose qui constitutionnalise le rapport à la concurrence. Les États-Unis, il n'y a pas ils ont une discrétion en termes de politique industrielle, ils font la politique industrielle, il n'y a que l'OMC qui les limite quand ils vont trop loin, mais sinon, si vous regardez par exemple le complexe militaro-industriel, la concentration de ce secteur-là, ils y vont franchement. La Constitution européenne est pour limiter les éventuelles concurrences entre les États européens pour attirer les entreprises, ont accepté et c'est quelque chose que montre bien, je trouve, Roger Guéry, sur la base de l'ordolibéralisme, ont accepté que le principe du marché commun allait être le grand régulateur de l'intégration européenne, on le sait, et donc il y a une prééminence de l'autorité de la concurrence qui fait que les aides d'État sont interdites. Donc l'État ne doit pas intervenir dans l'économie par des aides d'État, sauf si, on va parler de sauf, on va regarder. Et donc c'est un accord entre les États souverains, entre la France et l'Allemagne, pour trouver comme mode d'intégration l'économie et le marché pour créer un business européen.
Et ça, c'est un mode de constitution qui était une délégation des États, la souveraineté des États pour avoir ce mode de constitution. Et après, la dynamique, l'intégration dans le monde fait que, puis la difficulté maintenant de penser politiquement cet objet qui est le marché unique, fait qu'il y a une autonomisation de la concurrence, qui fait que la DG concurrence la plus forte au niveau européen est tenue par des juristes essentiellement, plus que par des économistes, fait que l'espace du débat politique pour promouvoir maintenant des politiques industrielles au niveau européen, il est très complexe et il est mal emmanché parce qu'on est bloqué dans des débats qui sont des débats un petit peu basiques. J'y reviendrai sur le principe de réciprocité, sur les aides d'État. Il y a un problème aujourd'hui avec le droit de la concurrence européen qui n'est plus adapté aux contraintes de l'évolution et l'hétérogénéité croissante des pays européens. On y reviendra. David Spector, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et puis, est-ce que pour vous, pour reprendre ce que disait Xavier, est-ce que la concurrence c'est plutôt un instrument de politique industrielle ou un obstacle à la politique industrielle? Je pense que c'est plutôt un obstacle. Alors, au risque de décevoir Xavier, je suis d'accord avec une grande partie de ce qu'il a dit. Tout d'abord, effectivement, sur l'origine historique de la politique de la concurrence, bon, d'abord, un petit paradoxe, c'est qu'on dit souvent que les Français sont hostiles à la concurrence. Il faut rappeler que le droit de la concurrence est né en France pendant la Révolution avec la loi Le Chapelier qui interdisait les ententes, et même avant avec les réformes de Turgot, au moment où Louis XVI est devenu roi. Mais ce qui est intéressant quand on parle de l'origine du droit de la concurrence aux États-Unis, qui est le premier droit de la concurrence moderne, c'est qu'effectivement c'était quelque chose qui se présentait comme, au fond, une politique de gauche. C'est-à-dire, on avait des industriels de plus en plus puissants. Il faut voir que qu'est-ce que c'était que l'entreprise, la grande entreprise, qui abusait de son pouvoir de marché en évinçant ses concurrents par des méthodes extrêmement brutales. C'était la Standard Oil de John Rockefeller, qui était l'homme le plus riche du monde, qui est considéré encore aujourd'hui comme l'homme le plus riche ayant jamais vécu sur Terre. Alors, c'est une politique de gauche parce que l'idée c'est que le consommateur, c'est monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, et que l'entreprise qui abuse de son pouvoir de marché, là, ce sont les dominants, si vous voulez, de l'ordre social dans une économie de marché. Et c'était vraiment l'idée, quand on voit les débats de l'époque aux États-Unis, l'idée c'est que c'était soit on fait de la politique de la concurrence pour limiter le pouvoir de ces gens-là, qu'on appelle les robber barons en anglais, soit on va avoir le socialisme. Donc c'était une sorte de substitut au socialisme. Et encore aujourd'hui, quand vous regardez les débats sur la politique de la concurrence aux États-Unis, ce sont plutôt les démocrates qui sont favorables à la politique de la concurrence et les républicains qui sont beaucoup plus timorés. Quand on regarde même les jugements de la Cour suprême, les juges qui votent pour une politique de la concurrence plus forte, donc plus contraignante pour les entreprises, ce sont les juges, disons, de gauche, c'est les mêmes que ceux qui votent à gauche sur les questions de peine de mort, d'avortement, de discrimination, etc. Alors là où effectivement il y a une critique qui est parfois formulée en Europe, c'est celle de Xavier Rago, qui consiste à dire, finalement, à trop se préoccuper des consommateurs, on oublie la production et on se tire une balle dans le pied, on empêche la constitution d'entreprises fortes qui pourront faire concurrence aux géants américains, chinois, brésiliens sur les marchés mondiaux. Et cette critique, elle porte sur deux domaines de la politique de la concurrence. L'une qui est le contrôle des concentrations, dont on a déjà parlé, et l'autre qui est un domaine très spécifique qui n'existe que dans l'Union européenne, qui est le contrôle des aides d'État, qui n'est pas vraiment considéré comme une politique de la concurrence, enfin ce qui étonne beaucoup par exemple les Américains. Alors si on parle des concentrations, ce qu'il faut bien voir, c'est que évidemment tout le monde est d'accord pour dire, comme l'a dit Xavier, que dans certains cas, moins de concurrence c'est plus efficace, il y a des infrastructures qu'il est idiot de dupliquer et il faut être très gros pour pouvoir mener certains investissements. Parfois les entreprises ont des technologies, des savoir-faire complémentaires, il faut qu'elles fusionnent très bien. En principe, les entreprises peuvent faire valoir ces arguments d'efficacité devant les autorités de concurrence et ça peut conduire à autoriser des concentrations qui, sans ces gains d'efficacité, ne seraient pas autorisées. Là où le problème se complique, c'est qu'on a ce qu'on appelle dans notre jargon des asymétries d'information. C'est-à-dire que les entreprises ont beaucoup plus d'informations que les régulateurs de la concurrence sur les aspects techniques de leurs activités. Elles peuvent avoir l'intérêt à fusionner pour des bonnes raisons, qui sont ces raisons techniques, ou pour des mauvaises raisons, pour devenir finalement un monopole et pouvoir augmenter les prix. Et donc, les autorités de concurrence, si elles font bien leur travail, sont obligées d'être un petit peu sceptiques et de demander beaucoup d'éléments de preuve. À cela s'ajoute le fait que les producteurs, ce sont les entreprises concernées qui vont avoir des avocats, des experts qui vont faire valoir leur point de vue.
Et les consommateurs, en général, ça dépend des marchés, mais en général, ça va être des millions de personnes qui, en général, ne sont pas organisés pour faire valoir leurs intérêts. Donc il y a ce biais dans la politique de la concurrence qui est un biais en faveur des consommateurs, ce que rappelait Jean-Philippe Tropeano, cette idée que l'autorité de la concurrence va promouvoir ce qu'on appelle le surplus des consommateurs, et ça peut se justifier par le fait que ça vise à compenser l'absence de pouvoir politique en quelque sorte des consommateurs. Alors là où le bas blesse, effectivement, c'est que dans certains cas, cette démarche peut conduire à ne pas assez prendre en compte les gains d'efficacité, les justifications industrielles des concentrations. C'est quelque chose dont je crois les autorités de la concurrence sont conscientes, mais qui relève, je pense, plus du réglage que du principe même. Alors, un dernier mot, si j'ai encore une minute, sur le contrôle des aides d'État. Alors, le contrôle des aides d'État, c'est quelque chose qui rend furieux à la fois, parfois les entreprises qui aimeraient bien bénéficier d'aides, et puis les États qui se disent, après tout, on est quand même maître chez soi, et pourquoi est-ce que ces bureaucrates de Bruxelles viennent nous empêcher de dépenser, d'organiser notre budget comme nous le voulons. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une sorte de contradiction entre s'opposer au contrôle des aides d'État d'un côté, et d'un autre côté, demander, comme demandent beaucoup de gens, je pense en France, ça dépasse largement les frontières de la gauche, une unification, une coordination fiscale plus grande en Europe. Quand on se plaint de ce que certains pays mettent le taux d'imposition des sociétés à 0%, c'est bien parce qu'on considère que cette course fiscale pour attirer les entreprises, c'est une stratégie qui est collectivement mauvaise. C'est une forme d'aide d'État, finalement. C'est une forme d'aide d'État, mais qui en Europe est autorisée, qui aux États-Unis d'ailleurs n'est pas autorisée, puisque aux États-Unis, on a un impôt fédéral sur les sociétés. Finalement, on a en Europe et aux États-Unis des situations opposées et tout aussi incohérentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'impôt sur les sociétés, il est, je crois, 35%, et c'est fédéral, il n'y a pas de concurrence fiscale sur ce plan-là entre les États. En revanche, les États peuvent se faire concurrence par les aides, ce qui conduit parfois à des situations absurdes. Par exemple, un État qui va payer des sommes absolument astronomiques pour convaincre une entreprise, par exemple un constructeur automobile, d'installer une usine chez lui, plutôt que dans l'État d'à côté. C'est des choses qu'on observe beaucoup dans les États fédéraux en général, au Brésil, en Inde. Ça c'est autorisé ici Ça c'est autorisé en Europe. En Europe, on peut subventionner des installations d'usines. C'est interdit. Il y a des aides régionales. Il y a des aides qui sont autorisées sous certaines conditions. Il y a effectivement des règles, d'abord des seuils en dessous desquels c'est autorisé. Et sinon, pour que ce soit autorisé, il faut pouvoir expliquer qu'il y a une vraie justification économique et que ce n'est pas simplement pour attirer des emplois qui sinon seraient allés à 50 km plus loin de l'autre côté de la frontière. Alors encore une fois, il ne faut pas être non plus extrémiste là-dessus. Certaines aides d'État dans certains domaines, par exemple pour encourager des nouveaux secteurs, pour encourager des activités de recherche qui peut-être ne sont pas rentables directement pour une entreprise privée, mais qui ont beaucoup de valeur pour la société dans son ensemble parce qu'elles vont permettre l'émergence d'une nouvelle filière, ce type d'aides doivent pouvoir être autorisées et, en principe, le contrôle des aides d'État les autorise. Alors encore une fois, il peut y avoir des problèmes de réglage, des problèmes de mise en œuvre, tout ça, même des choses aussi prosaïques que des questions de délai d'instruction des dossiers, des choses comme ça, mais le principe qui consiste à limiter ces espèces de courses qui ressemblent finalement des courses pour donner de l'argent aux entreprises ou baisser leurs impôts, c'est quelque chose qui, je pense, est assez justifié. Et d'ailleurs, il y a des voix aux États-Unis qui se plaignent de ce que les États-Unis n'ont pas entre États américains le même type de contrôle qui est ce qui existe en Europe pour le contrôle des aides d'État. Et puis surtout, il y a quand même un organisme qui s'appelle l'OMC où il y a aussi des gens qui viennent se plaindre des aides d'État. Oui, mais là c'est moins. Les bagarres entre Boeing et Airbus, moi j'ai eu plus d'aides d'État que vous. C'est vrai, mais les règles spécifiques de l'OMC font que c'est tout de même un contrôle beaucoup moins contraignant que celui de l'Union européenne. D'abord, il faut qu'il y ait un plaignant, dans lequel les aides d'État, on n'a pas forcément besoin, les critères, les standards de preuve, tout cela est quand même beaucoup plus exigeant, donc c'est quand même plus difficile pour l'OMC d'interdire une aide, d'obtenir son remboursement que pour l'Union européenne. Alors Jean-Philippe Tropeano, la concurrence, ça peut être un instrument de politique industrielle. Je pense qu'on surjoue, il me semble qu'on surjoue cette opposition politique de la concurrence politique industrielle. Moi, en fait, j'ai l'impression que cette opposition qu'on fait est plutôt due à une faiblesse de la politique industrielle, le fait qu'au niveau européen, on n'arrive pas à mettre en place une politique industrielle, plutôt
que la politique de la concurrence qui empêcherait la mise en œuvre de la politique industrielle. Il me semble qu'il y a juste, donc je vais évidemment reprendre ce qui a été dit, mais il y a vraiment deux points de friction entre les deux politiques et deux uniquement. C'est le contrôle des concentrations qui pourrait empêcher la mise en œuvre d'un champion européen, ou, comme l'a expliqué en détail David Spector, le contrôle des aides d'État. Et il me semble que le point commun en fait, entre ces deux politiques, c'est qu'elles interviennent, comme on dit, ex ante, c'est-à-dire que l'autorité de la concurrence, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit française, de se prononcer sur l'opération de concentration avant qu'elle n'ait lieu, sur la fusion avant qu'elle n'ait lieu, et le contrôle des aides d'État est dit soumise aussi à une notification obligatoire, c'est-à-dire que tout projet d'aide d'État, pour faire vite, doit être présenté devant la Commission et avant d'être mis en œuvre, doit obtenir l'aval de la Commission. Or, le problème dans ce type de contrôle qui a lieu avant, c'est qu'il faut énormément d'informations pour être capable de deviner si l'aide d'État n'est faite que pour favoriser un champion national inefficace contre d'autres entreprises européennes plus efficaces, et de la même façon, si l'opération de concentration n'est due qu'à faire une entreprise importante qui va demain tuer ses concurrents et non pas parce qu'elle sera plus efficace, fera baisser les coûts, sera plus efficace techniquement et pourra éventuellement pratiquer des prix plus faibles. Donc il me semble que le problème c'est ce contrôle ex ante. Alors peut-être qu'une marge de manœuvre pour diminuer un peu le point de friction, c'est par exemple pour contrôler les aides d'État, d'avoir plus de contrôle ex post, c'est-à-dire éventuellement de laisser faire et d'être capable de sanctionner l'autorité de la concurrence, peut être capable de sanctionner si elle constate demain sur le marché que le projet d'aide d'État n'était pas du tout dû à des gains d'efficacité, d'efficacité technique, mais vraiment un objectif stratégique. C'est des critères à ce moment-là, il faut fixer des critères assez précis parce que si on fait ça après coup, 2 ans après, une fois que la fusion a eu lieu, ça va être difficile d'imaginer qu'on va dire ah non, une fois, parce que ça arrive d'ailleurs de temps en temps, enfin, c'est très très compliqué de dire et maintenant vous allez rembourser, c'est comme je sais pas, c'est la SNCF par exemple, on lui demande aujourd'hui de rembourser des sommes qui évidemment elle n'a absolument pas en caisse. Donc, les critères sont très clairs, hein, donc on a débattu sur plus les consommateurs, sur plus l'industrie. Là-dessus, je pense que je nuancerai un petit peu ce que disait Xavier Rameau. Je pense que le surplus consommateur n'ignore pas, regardez les prix, en gros, et la variété des produits, n'ignore absolument pas l'impact sur l'efficacité technique, puisque si elle a l'efficacité technique, elle se reflètera tôt ou tard, soit sur les prix, soit sur la qualité des produits, soit sur la variété de produits. Donc si on a ce critère, peut être utilisé pré-fusion comme post-fusion. Par ailleurs, c'est vrai que c'est compliqué de démanteler une fusion. Je préciserai juste qu'aux États-Unis, les fusions qui sont en dessous d'un certain seuil ne sont pas tenues d'être examinées ex ante et peuvent être contestées ex post. Donc on peut imaginer, sans aller jusqu'à demander aux firmes de casser totalement la fusion, on peut tout à fait imaginer de demander aux firmes, et c'est ce qui est le cas lorsque les fusions sont de petite taille, d'amender ex post leur projet de fusion par des cessions de filiales, etc. Si on constate que la fusion s'est traduite par peu de gains d'efficacité et beaucoup d'augmentation de pouvoir de marché. Alors, un cas particulier, parce que vous dites finalement, on peut autoriser des aides d'État si ça améliore l'efficacité de l'ensemble, l'efficacité de l'entreprise, de la filière, etc. Il se trouve que beaucoup d'aides d'État, et Xavier Rameau, c'est mieux que moi, sont destinés, par exemple, à gérer des situations plutôt de déclin, des périodes de transition. Alors, on pense évidemment des aides d'État qui concerneraient la sidérurgie ou des industries en difficulté. Est-ce que finalement, une aide d'État, ça va uniquement concerner, d'après vous, ça va uniquement concerner un projet d'amélioration et d'efficacité, une aide d'État pour faire émerger une boîte qui fait du séquençage d'ADN, je sais pas quoi, et puis où est-ce qu'on peut très bien imaginer qu'une aide d'État pourrait être justifiée pour gérer une période de transition avec du personnel qui reste de se retrouver sur le carreau, et par exemple s'il faut aider Fabre-Brand,
lorsqu'elle corrige une défaillance de marché, hein, plus exactement. Bon, après, dans la question que vous soulevez sur la période de transition, à nouveau, je pense que c'est une question sur l'instrument. Est-ce que le meilleur instrument pour gérer une transition industrielle, c'est donner des aides à des entreprises déclinantes, ou est-ce que c'est utiliser d'autres instruments d'aide régionale ou d'aide à l'emploi, etc. Xavier. Oui, merci. Avant de répondre assez précisément, je vais faire un petit point sur le problème auquel on est confronté au niveau européen. Enfin, c'est un problème global. On est dans une zone, on a la même monnaie, on parle de politique industrielle européenne, et vous avez, au-delà d'une frontière déterminée par un fleuve glorieux, un pays qui est le plus exportateur du monde, qui s'appelle l'Allemagne, qui fait 6% d'excédent brut. Plus que la Chine, hein. L'Allemagne, c'est vraiment l'exportateur mondial colossal. Il écrase tous ses concurrents sur les marchés internationaux. Et 80% des exportations sont liées à l'industrie. C'est essentiellement un problème industriel. Il n'écrase pas tout le monde dans tous les secteurs. Pas tout le monde dans tous les secteurs, mais dans le secteur de la machinerie, etc. L'Allemagne a un avantage auquel je vais revenir. Et vous avez un autre pays, par exemple, je prends l'Espagne, on ne va pas parler de la France, qui avait des déficits commerciaux de 10% qu'on a laissé filer et auxquels on a dit c'est pas grave, c'est un sujet d'ajustement, alors qu'on savait très bien que, et Krugman l'a dit, c'était la critique de Krugman de la monnaie unique, donc c'était pas en disant voilà, il y aura une polarisation industrielle, il y aura un phénomène de rélocation, et comment vous allez gérer ça au niveau d'une monnaie unique. Maintenant, on a une hétérogénéité industrielle énorme au niveau européen. Et il y a ça qui s'est renforcé à un point extraordinaire. Pourquoi il s'est renforcé? C'est que le principal problème industriel, c'est la divergence, enfin c'est ma lecture, c'est la divergence, bon, c'est pas les aides d'État, c'est la fiscalité un petit peu, chaque demi-point d'IS est consulté et analysé en détail, c'est la divergence des coûts unitaires du travail. Le coût du travail, unitaire du travail a baissé de 15% en Allemagne par rapport à tous ses concurrents. D'accord? Et ça, c'est lié essentiellement au choc de la réunification. Ça a commencé en 93-95. Donc, réunification de plein de travail qualifié qui vient de l'Europe de l'Est. Il y a littéralement toute l'Europe de l'Est qui se développe et les entreprises allemandes ont, comme on dit, ont optimisé leur chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'elles ont délocalisé certaines entreprises pour optimiser les coûts et elles ont une pression sur les salaires, essentiellement dans les services. Les salaires industriels, vous savez, qui sont comparables en France et en Allemagne, c'est les services qui sont essentiellement la différence de coût. Et si vous prenez l'industrie, en France, par exemple, 300 milliards, c'est la masse salariale, et les services achetés par l'industrie, c'est aussi 300 milliards. Donc les services, c'est un input crucial de l'industrie. Entre guillemets, la position industrie-service est un peu arbitraire aujourd'hui. Donc on a ce désajustement européen qu'il faudra corriger. Et il est complètement sous-estimé. Et donc face à ça, on parle du contrôle des aides d'État, des minimis, de passer de 200 000 à 500 000 euros, alors qu'on voit ce problème de désindustrialisation, de polarisation européenne, on voit à quel point on est confronté à un problème. Et à quel point, face à cette hétérogénéité, comme dans toutes les politiques européennes, il n'y aura pas d'accord. Parce que les pays du Nord, comment on voulait expliquer une politique industrielle aux Allemands? Ils sont pas dans le politique industrielle, les Allemands. Voilà, c'est l'industrie la plus forte du monde. Et donc on dit, nous, Français, on va peut-être faire une aide pour faire un bidule, pour mettre l'entreprise avec tel stand, pour sauver 200 emplois. Au sens de la politique de filière, en fait. C'est ça qui n'existe pas chez eux. Oui, c'est que, en fait, on pourra parler du Mittelstand allemand, du tissu industriel, la situation des Länder, etc. Ils ont une autre structure de soutien à l'entreprise assez complexe, avec des instituts techniques adossés au FIT. Bon, il y a tout un monde dans lequel je ne veux pas rentrer. Ce que je veux mettre en avant, c'est que face à cette difficulté qui est la polymérisation industrielle européenne, soit on l'accepte, soit on n'accepte pas. Et je pense que les pays comme la France, et là je ne fais pas le cocorico, c'est qu'on est lié à des problèmes. Il nous faut un État et des aides pour faire restructurer certaines filières qui ont besoin d'être capitalisées. Quand une entreprise va mal, elle va très mal, soit vous la laissez tomber, soit parfois vous mettez de l'argent pour redéfinir un business plan d'entreprise pour qu'elle reprenne des nouvelles machines pour essayer de rebondir. Il y a beaucoup de filières qui ont besoin de rebondir. Des filières ou des entreprises? Des deux. Je parle des filières après, mais je vais des chiffres. On a 300 000 robots en France, enfin 30 000 robots en France, il y en a 70 000 en Italie et 110 000 en Allemagne. Il y a un retard sur la numérisation du tissu productif colossal. Le vieillissement du stock de capital est complètement sous-estimé en France. L'appareil productif français part en dessous, quelle que soit la mesure que l'on prenne. Et je peux rentrer en détail, le taux d'investissement qu'elle a élevé, c'est
essentiellement l'investissement dans l'immobilier. Il y a un bon rapport de l'Observatoire de financement des entreprises qui a analysé le taux d'investissement, parce qu'on voit le taux d'investissement français, il est élevé, c'est bien, tout va bien dans l'industrie. Mais en fait, l'essentiel, c'est l'immobilier, on prend l'investissement d'extension de capacité, il se casse la figure avec une superbe pente. Et on voit qu'on a un problème. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il faut prendre le problème à bras-le-corps, et donc c'est là où il faut rentrer dans les filières, réfléchir, ce qu'il faut sacrifier, ce qu'il ne faut pas sacrifier, et ce n'est pas le marché en tant que tel qui va le faire. Pourquoi? Quel est l'échec de marché? C'est la monnaie unique. C'est le taux de change qui est c'est ça, c'est l'échec de marché colossal en Europe. Et donc il faut s'adapter à cet échec-là, faire évoluer les filières dont on a besoin. Il faut moderniser, soutenir la filière de numérisation française. Il faut la subventionner. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut réduire le niveau de concurrence pour revenir à notre sujet? Alors, là j'ai fait un réquisitoire très fort sur les aides d'État. Sur la concurrence et sur les fusions-acquisitions, je suis d'accord avec David et Jean-Philippe. Je pense que la Commission ne fait pas de grosses bêtises en ce qui est de fusion-acquisition. Et il y a une bêtise qui est le cas Schneider-Legrand dont tout le monde parle. La Commission a... Pas accepté le dernier d'ailleurs. Ouais, voilà. Elle a appris, maintenant elle évite les bêtises. C'est plutôt, je pense, dans l'articulation entre l'État et l'économie qu'il y a un dogmatisme. Je pourrais parler des aides à la R&D. Je pourrais parler de l'accès au marché public. Je pourrais parler de la commande publique. On ne peut pas faire que les PME françaises aient accès à la commande publique. C'est pas possible. Les aides à la R&D, elles sont interdites. Et il y a une clause, par exemple, pour donner... Les aides directes à la R&D, les aides à la R&D sont interdites, sauf, alors il y a des saufs, et pour les projets importants, à plus de 100 millions, c'est l'entreprise a le droit de recevoir une aide si jamais elle est capable de montrer qu'une concurrente a reçu une aide dans un autre pays. C'est le principe de réciprocité. Pour les R&D, c'est dans le texte européen. Pour les autres, ça n'est pas dans le texte européen. Mais pour les R&D, c'est le texte européen. Et quand on écoute le commissaire européen, il met ça en avant, vous voyez, on a un principe de réciprocité. Il n'a jamais été utilisé et jamais une entreprise n'a demandé à avoir une aide parce qu'une concurrente l'a. Est-ce que ça veut dire que les autres pays n'aident pas leurs entreprises? C'est-à-dire que la Chine n'aide pas ses entreprises? Que les États-Unis n'aident pas les entreprises? Non. Ça veut dire que la charte de la preuve est tellement complexe qu'il n'y a aucune entreprise qui a fait une demande, parce qu'on rentre dans des dossiers européens hyper complexes pour justifier économiquement que l'aide est dédiée effectivement à une distorsion de concurrence, etc., que jamais cette clause n'a été utilisée. Donc il y a un empilement partant du droit et de la concurrence et de l'interaction des États qui s'est construit pour faire des exemptions qui restent trop compliquées. On fait une cathédrale baroque qui est le droit de la concurrence européen, qui n'est pas du tout opérationnel par rapport à la nécessité de faire évoluer le tissu industriel dans certains États. Pas dans tous, mais dans certains États, et peut-être parfois pour la France. D'accord. Alors, on va reparler de l'échelon européen, mais je voudrais savoir s'il y a des questions et des remarques dans la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui valent encore besoin. Ça va être encore plus simple, on va faire de l'interactif. Et puis, monsieur derrière, on vous passe le micro, on est entre nous. Merci pour ce paysage très détaillé et extrêmement bien présenté. Alors, moi j'ai plutôt, je m'attendais à quelque chose plus orienté sur les PME, PMI. Donc c'est qu'on présente comme un problème français, on n'arrive pas à partir, on a plein de start-up, on n'arrive pas à créer des ETI. Et ce que vous disiez tout à l'heure me faisait penser à ça. Oui, on a, effectivement, le tissu productif diminue, se sclérose par certains endroits, et peut-être qu'il ne faut pas perfuser le malade, parce que le malade, malheureusement, peut finalement disparaître, mais en revanche, créer une dynamique pour que les startups deviennent des ETI. Et après, les choses me faisaient penser, effectivement, le droit à la concurrence avec toutes ces dimensions économiques, de concurrence oligopolistique qui est très difficile à contrôler, les cartels, etc. Mais peut-être que la concurrence au niveau des PME, PMI, c'est déjà pouvoir avoir un accès au marché, c'est un certain nombre d'éléments, de barrières qu'il faut identifier. Est-ce que vous pensez que la concurrence doit protéger les PMI contre l'appétit des grands groupes? Alors, après, on va rentrer dans le débat de tout à l'heure. Protéger, ça veut dire qu'il y a un protecteur, et ça veut dire qu'on s'abstrait des mécanismes de marché et on peut mettre face à un certain nombre
vous donniez. Je pense que le problème est complexe et fait appel à des compétences en économie relativement élevées. On n'a pas la réponse, c'est une question. Ouais, alors, voilà, il y avait une question là, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cas particulier des PME, PMI? Parce que finalement, c'est les petits dans le dispositif. Hein. Oui, alors effectivement, une grande partie de cette question, effectivement très importante sur le plan économique général, relève d'instruments qui ne sont pas les instruments de la politique de la concurrence. L'objet principal de la politique de la concurrence, c'est d'éviter que les entreprises acquièrent un gros pouvoir de marché ou qu'on abuse, et donc ça, forcément, ça vise les grandes entreprises. Alors justement, ça concerne indirectement... Et ça protège les petites. Alors ça peut protéger les petites de deux manières. D'une part, parce qu'après tout, ces petites entreprises sont parfois clientes des grandes, et pour prendre un exemple, il y a quelques années, le marché mondial des minerais de fer est extrêmement concentré. Il y a deux gros opérateurs australiens, un brésilien. Les deux Australiens, qui s'appellent Rio Tinto et BHP Billiton, ont voulu fusionner il y a quelques années. Et il y a eu une opposition d'absolument tous les pays importateurs de minerais de fer, les grands pays industriels, et notamment la Chine, qui utilise énormément d'acier pour la construction, pour essayer d'empêcher cette fusion. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que la Chine, finalement, a beaucoup compté sur la Commission européenne pour faire comprendre à ces deux entreprises australiennes que l'opération allait être interdite. Alors, en quoi est-ce que ça concerne pourquoi est-ce que ça répond à votre question? Je vous vois peut-être dubitatif. Tout simplement parce que ça concerne indirectement le prix du minerai de fer et donc de l'acier et des produits dérivés, qui est un input crucial pour un certain nombre de petites entreprises. De manière plus générale, je dirais que l'idée un peu sous-jacente de la politique de la concurrence, c'est que l'aiguillon de la concurrence va permettre des innovations en termes de coûts, donc de prix, en termes d'innovation des produits, en termes de qualité, qui va conduire à ce que les entreprises qui étaient petites deviennent grosses. Et puis ces entreprises devenues grosses, elles peuvent avoir la tentation d'asseoir leur pouvoir de marché par des méthodes qui ne vont plus être seulement d'avoir des meilleurs produits ou des produits moins chers, mais des méthodes abusives. Et tout l'objet de la politique de la concurrence, notamment pour ce qui est de la répression des abus de position dominante, c'est d'empêcher ce type de pratique, c'est-à-dire de s'assurer qu'une petite entreprise qui serait finalement aussi efficace qu'une grande a la possibilité de se développer. Et un type de statistique qu'on cite souvent à cet égard quand on est en Europe, c'est la comparaison entre la liste des plus grandes entreprises, par exemple par capitalisation boursière aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, les très grandes entreprises, ce sont des entreprises qui étaient des PME il y a quelques années. On peut penser à Google, Facebook, etc. Mais Microsoft, ça serait un peu plus ancien. En Europe, notamment en France, à quelques exceptions près, ce sont les mêmes entreprises ou leurs descendants qui ont changé de nom, qui ont fusionné, qu'il y a plusieurs dizaines d'années, voire plus d'un siècle. Et donc, l'un des objets de la politique de la concurrence, c'est de permettre l'émergence de nouvelles entreprises. On parlait de Free tout à l'heure, c'est comme ça que vous avez ouvert la discussion. Free, qui était une petite entreprise au départ, c'est un enfant du droit de la concurrence, Free. Donc ça répond en partie à votre question. Maintenant, je pense qu'il y a énormément d'autres questions, notamment, alors on peut parler de la concurrence dans le secteur bancaire, dont vous parliez, qui est aussi un sujet sans doute plus important pour les petites entreprises que pour les plus grandes. Donc la politique de la concurrence n'est sûrement pas la panacée que décrivent parfois la Commission européenne, mais ça peut être un outil parmi de nombreux autres de politique industrielle, notamment vis-à-vis des petites entreprises. Alors, une question au fond, allez-y. Oui, bonsoir, Bon, moi je pense qu'il ne faut pas trop se concentrer sur la notion de coût. Parce que si on cherche à être le prix le plus bas possible, on trouvera toujours quelqu'un qui est moins cher que vous. Je pense qu'en fait, il vaut mieux prendre en compte le fait justement d'être innovant, de développer des fiches produits qui permettent d'avoir des price premium, ce qui fait qu'on peut avoir des niveaux de rémunération corrects. Et moi je pensais que c'était d'ailleurs la stratégie qui était la stratégie dite de Lisbonne avec l'économie de la connaissance. Alors ça c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'à force de se concentrer sur le coût du travail, et les 1,3 SMIC, dont on parle très souvent, je crois que c'est 1,3, si je me trompe de chiffre, vous le direz, je pense que ça a comme conséquence qu'on n'a pas de repos, parce que c'est la substitution entre le travail et le capital. On a mis le prix du travail tellement bas, que ce n'est pas intéressant de le remplacer par du capital. Résultat des courses, c'est qu'on perd la compétitivité, et on a la situation que chacun d'entre nous a pu décrire. Merci. Alors, ça touche un sujet qui est intéressant dont on n'a pas parlé, c'est l'innovation, concurrence, innovation. Alors, il y a un petit paradoxe qui est toujours sympathique, c'est que finalement,
millions d'innovations, hein, c'est l'histoire de free, etc. Si on a plus de concurrence, on a plus de chances d'avoir des gens, des innovateurs qui s'imposent. Et puis en même temps, la concurrence, notamment par la question des brevets, c'est parfois un obstacle au fait qu'on puisse profiter ensuite de son innovation. C'est-à-dire que finalement le brevet, on accorde un monopole pendant un certain temps pour récompenser l'innovation. Alors comment on réconcilie ça? Est-ce que finalement tout autant que les prix, l'innovation n'est pas l'objectif d'une politique de concurrence? Bon, alors on peut, effectivement, il y a de la réponse très académique à la question. En fait, il y a peu de réponses. La première réponse très académique à la question, c'est de dire, en fait, effectivement, la concurrence vient tuer les rentes, et donc ça tue la rémunération de l'innovation, donc c'est très mauvais pour l'innovation. Mais d'un autre côté, il y a l'argument inverse qui consiste à dire que s'il n'y a pas de concurrence sur le marché, tout le monde se repose sur ses lauriers et personne n'est incité à diminuer ses coûts ou augmenter la qualité des produits. Voilà, donc la réponse toujours académique, beaucoup de travaux sur le sujet, c'est donc effectivement la concurrence a un effet non monotone sur l'incitation à innover. Elle commence par, si on augmente la concurrence, elle commence par stimuler l'innovation, et puis au-delà d'un certain niveau, la courbe redescend et trop de concurrence se met à tuer l'innovation. Donc ça c'est la réponse très académique. Alors il me semble que la mise en œuvre en fait, de ça, c'est de dire qu'il y a une complémentarité entre une politique d'innovation qui va éventuellement subventionner l'innovation, qui va protéger les innovations par les droits de propriété industrielle, et à côté de ça, une politique de la concurrence qui, elle, va plutôt appuyer en stimulant la concurrence. Et c'est par cette complémentarité entre une politique qui stimule l'innovation, qui protège les innovations, et de l'autre côté, une politique qui renforce la concurrence, qu'on peut peut-être trouver ce juste milieu. Alors je prends un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Dans le médicament, les entreprises innovent beaucoup, les coûts d'innovation sont extrêmement élevés, et ce sont des entreprises qui utilisent beaucoup de brevets pour protéger leur innovation. La politique de la concurrence ne vient pas du tout attaquer dans ce secteur-là le droit de propriété et respecte totalement le pouvoir de monopole que peut avoir une entreprise pharmaceutique sur le médicament qu'elle vient d'innover. En revanche, une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, là elle considère donc que si on a fixé le brevet à 20 ans, que la rente de monopole est terminée, et donc elle fait tout ce qu'elle peut pour empêcher l'entreprise qui a breveté d'essayer de protéger son pouvoir de monopole, même après expiration du brevet. Donc les entreprises pharmaceutiques mettent en place des tonnes de stratégies pour essayer de protéger, de prolonger ce droit de monopole. Donc il y a, si on regarde récemment, donc il y a par exemple essayer de baisser très très fortement ses prix pour tuer tout concurrent génériqueur. C'est ce qu'a essayé de faire Glaxo et qui a été sanctionné par le Conseil de la concurrence. Il y a également utiliser des visiteurs médicaux pour dénigrer le produit génériqué. Et donc à chaque fois, donc ça c'est ce qu'utilisait Sanofi Aventis tout récemment et qui a été également sanctionné par l'autorité de la concurrence. Donc à chaque fois l'autorité de la concurrence sanctionne pour stimuler la concurrence après cette rente de monopole. Donc on essaie un peu de trouver une sorte d'équilibre de cette façon-là. En l'occurrence, ils sont très aidés par les sécurités sociales, enfin, qui aujourd'hui ont tout intérêt à faire avoir ce développement. Dans le dommage à l'économie, il y a effectivement le dommage aux assurances, à l'assurance maladie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre intervention? Xavier, un mot peut-être sur l'aspect PME, start-up, innovation, tout ça, c'est quand même un petit peu lié. Le monsieur s'en va, je voulais lui répondre sur le coût du travail. Sur les PME, je réponds politique industrielle et pas tout à fait politique. En France, on sait qu'il n'y a pas assez d'entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, il y en a 5000, 4500 en France, à peu près 10 000 en Allemagne. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à faire croître les PME. Que se passe-t-il? Quand on regarde des chiffres, en fait, très souvent, les meilleures PME se font racheter par les grandes entreprises. Le sommet de la distribution de la productivité des entreprises sont achetés par les grandes entreprises. Et nous avons un problème avec ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Le chef d'entreprise de 50 ans qui a fait sa PME, il est super content de partir à la retraite en vendant sa PME. Et lui, si jamais on lui dit non, on ne vend plus la PME maintenant, tu vas grandir tout seul et tu vas léguer ton entreprise, il va dire oui, mais la fiscalité du
participe à l'inégalité patrimoniale de manière colossale. Donc c'est pas, il y a des mauvais côtés aussi. Hein. Donc c'est la première chose. La seule étude que je connais, c'est l'étude de Claude Picard, qui a étudié les PME 3 ans avant le rachat, 3 ans après le rachat par un grand groupe, par rapport à des PME qui n'ont pas été rachetées. Donc double différence. Et il trouve qu'être racheté par un grand groupe, ça stimule la PME en termes d'accès à la recherche et au marché international. Donc si on lit cette étude stricte, on a l'impression que c'est une bonne chose pour la politique industrielle, le rachat. Et souvent, et ça on voit sur le guide des inspecteurs, c'est vrai que les grandes entreprises sont stables, mais quand on prend les grandes entreprises françaises, on voit à quel point elles se renouvellent en interne. Alors si je pense à Sanofi, on ne peut pas penser Sanofi sans le réseau de PME autour de Sanofi qui fait une circulation de la technologie dans Sanofi. Donc, le problème, une fois que j'ai dit ça, le problème c'est comment est-ce qu'il faut faire croître des PME de manière indépendante et comment on le fait. Et là, moi, mon avis personnel, on prend le problème par tous les bouts, c'est un problème extrêmement compliqué. Pourquoi? Les chefs d'entreprise sont contents de vendre leur PME, on ne voit pas de problème d'accès au financement, les taux d'intérêt des PME sont plus bas d'Europe. La FIC nous disait qu'il y a un problème d'accès aux fonds propres, on ne voit pas de problème d'accès aux fonds propres. Il n'y a pas de business angels, mais quand on écoute les entreprises, c'est la faute des business angels, quand on écoute les business angels, c'est la faute des entreprises. C'est très dur dans tous ces domaines, sujet par sujet, de se faire une idée claire sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire croître les PME. Et j'ai pas vu d'idée magique. Alors, en général, quand on en est là, on dit que c'est systémique. Alors, c'est systémique, c'est qu'on ne sait pas trop, ça parle de culture. Après, les étudiants de grandes écoles n'ont pas la culture de la PME, ils vont dans les grandes entreprises, etc. On dit que les grandes entreprises ont tendance à pressurer trop les PME. La France est trop sous-traitante, c'était Jean-Paul Volon qui disait ça, la France est trop sous-traitante. Voilà, il peut y avoir de bonnes psaumes, et on l'a vu au moment du CICE, le braquet du CICE, les grandes entreprises qui passaient le CICE sur les marges des fournisseurs, etc. Donc on sent qu'il y a des problèmes. La réponse a été les pôles de compétitivité, les politiques de filière. Essayer de créer un maillage industriel pour identifier les PME et préserver les PME contre des rachats divers et variés. Mais on sent bien qu'on ne veut pas empêcher la rachat d'une PME française par un groupe américain si c'est efficace. On ne veut pas intervenir sur le marché du droit à la propriété dans ce sens-là. Donc la question est très complexe. C'est vrai qu'à chaque fois on met en avant le problème des PME françaises, mais je pense que c'est un problème qui est un problème hyper complexe et tous les politiques se cassent les dents depuis des années. Et je pense que ce n'est pas pour des mauvaises raisons, c'est qu'on n'a pas identifié le frein français, spécifiquement français, à la croissance industrielle. Dernier point sur le coût du travail, j'aimerais tant que le monsieur ait raison. Qu'il suffit de ça de la productivité pour de sortie par le haut, la montée en gamme, etc., l'innovation, tout ça va faire. J'aimerais tant que ce soit. C'est un peu vrai. Mais c'est faux, ça ne marche pas dans les chiffres. Le pays le plus productif du monde en termes d'AFP, c'est l'Allemagne et les États-Unis, c'est diverge. Le pays le moins productif du monde, c'est l'Espagne qui se casse la figure. Allez dire à l'Espagne, vous venez de faire l'innovation, c'est une plaisanterie, ça prend 20-30 ans de faire des champions nationaux. Il y a un côté montée en gamme qui est un peu oui. Alors les entreprises, elles se battent tous les jours sur le marché pour monter en gamme. Le politique dit monter en gamme, c'est la solution à la crise européenne. C'est simplement pas sérieux. Jamais on a vu les désajustements accumulés qu'un des gains de productivité puisse résoudre plus de 5 et 10% des ajustements accumulés au niveau européen. Donc oui, c'est vrai, on aurait envie de dire que le travail n'est pas le problème, ou c'est le coût du capital, ou c'est l'innovation, etc. Quand on regarde les chiffres, moi c'est mon avis personnel, et je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais quand on regarde les chiffres, je ne vois pas d'autre solution qu'une dévaluation interne pour aider les industries du Sud. Bon, voilà, c'est dit. Alors, monsieur, allez-y, puis on va clore une autre intervention là-bas après. Allez-y, monsieur. Monsieur posera sa question après, puis on fera une petite conclusion. Hein? Pour revenir sur les PME, moi je suis entrepreneur moi-même, je suis parti en Asie du Sud-Est, je donne quelques chiffres. Je n'ai pas non plus la solution, mais quand j'approche des PME innovantes en France, les deux problèmes, c'est le financement et l'internationalisation. Je ne crois aucunement quand on nous dit que les PME ont accès aux fonds propres, ce qui est faux. Je prends Zéro qui fait maintenant partie d'un consortium, ils investissent 1 euro pour 2 euros, 2 euros pour 1 euro, ils sont des co-investisseurs. Et moi, quand j'ai vécu en Asie du Sud-Est, il n'y a pratiquement aucune PME française innovante qui sait que ça revient moins cher de déposer un brevet en Asie, par exemple, et ensuite de venir en Europe que faire l'inverse. Donc, le problème d'arbitrage est complètement inconnu. L'Union européenne, parce qu'il y a une demande de la Chine, a déposé depuis le 1er janvier 2014, a fait un brevet mondial européen. Peu de PME le sachent, ça coûte quand même 30 000 € pour avoir uniquement 8 pays européens qui ont fait compétences partagées de l'Union européenne.
Donc si je peux parler, moi j'ai été voir toutes les chambres de commerce et d'industrie en France, il y a très peu, en France, il n'y a que 1% fonds d'investissement, fonds directs étrangers en Asie Sud-Est, qui est quand même le troisième marché mondial pour la Chine. Avez-vous des commentaires à ce sujet? Alors, manque de financement. On va peut-être prendre l'autre question. Alors, moi j'étais curieux de savoir sur le sujet des aides d'État, M. David Spector et M. Tropiano, ce que vous pensiez de l'opinion de M. Rago, et est-ce que vous seriez prêt à accepter le fait que le commissaire européen à la concurrence, donc M. Almunia, autorise les États qui sont aujourd'hui désindustrialisés face à l'Allemagne, qui en effet, elle est restée avec une part de l'industrie dans le PIB qui doit être de 23 ou 24%, je ne sais plus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que la Commission autorise les États à aider à restructurer leurs industries? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est totalement inopérant parce que la concurrence, c'est ça qui doit organiser l'industrie au niveau européen? Merci. Alors, une réponse à cette question finalement assez précise. En fait, je ne me sens pas avoir été en désaccord avec Xavier Rago là-dessus, mais ce que je disais, c'est que contrôler a priori l'ensemble de ces projets de contrôle d'État, c'est extrêmement compliqué, extrêmement hasardeux. Comme celui qui doit prouver que l'impact n'est pas négatif, c'est celui qui dépose l'aide, et qu'il n'a pas profit, c'est extrêmement hasardeux. Donc je pense que là-dessus, il faut effectivement lâcher du lest en ayant plus de contrôle à posteriori. Oui, alors, plusieurs points. D'abord, sur ce sujet, il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des gouvernements qui souvent sont très contents de pouvoir imputer à la Commission européenne leur possibilité de verser des aides que de toute façon ils n'auraient pas envie de verser. C'est-à-dire que les gouvernements sont assaillis de demandes d'entreprises qui viennent se plaindre, demander des aides. C'est très difficile évidemment de dire non à une entreprise qui vient expliquer que les emplois sont en jeu, etc. Donc les gouvernements n'ont pas toujours envie parce que les caisses sont parfois vides et parce que ne pensent pas forcément que c'est une bonne idée. Et les gouvernements instrumentalisent de manière assez cynique la Commission européenne, ce qui d'ailleurs n'est pas pour rien dans le désamour à l'égard de l'Europe, en finalement refusant d'assumer leurs décisions et en les invitant à l'Europe. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le contrôle des États, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est parfait, il pêche sans doute par complexité, et Xavier a mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a beaucoup de règlements divers sur les différents types d'aides, aide à la restructuration, aide à la R&D, aide à au projet qui concerne l'environnement, etc. Néanmoins, dans ce système un petit peu compliqué, qui tout de même en voie de simplification, en tout cas il y a une volonté de simplification en ce moment à la Commission européenne, sous la forme de consolidation des différentes règles dans un nombre un peu plus réduit de documents, eh bien, les aides à la recherche et au développement ne sont pas interdites de manière systématique. Il y a simplement des règles, des critères qui doivent être vérifiés. Il faut bien comprendre, si on veut voir pourquoi il est justifié de contrôler les États, on parlait de l'Espagne, un pays donc, évidemment, qui souffre beaucoup en ce moment. Eh bien, il y a des règles spécifiques qui ont été édictées récemment sur le financement des infrastructures, qui concernent notamment un domaine qui a été extrêmement gourmand en aide, qui est le financement des aéroports. Eh bien, les aéroports ont poussé en Espagne comme les champignons après la pluie, avec énormément d'aides publiques, des aides versées aux compagnies aériennes pour qu'elles utilisent tel aéroport, donc versées par exemple les régions, plutôt que l'aéroport situé à 50 km. On a aujourd'hui des aéroports vides, inutilisés, qui ont occasionné une très grande débauche d'argent public. Le grand problème, il ne s'agit pas de dire bien sûr que les États ne peuvent jamais intervenir ou que c'est toujours inefficace, bien sûr que des politiques sectorielles peuvent être efficaces, mais c'est que dans beaucoup de cas, on a soit par manque de compétences, soit parfois parce que les entreprises sont très habiles pour obtenir des aides, des dépenses publiques qui sont tout simplement du gaspillage de l'argent des contribuables. Et donc la Commission européenne joue aussi sur ce plan-là un rôle de protection, alors pas seulement des consommateurs, mais des contribuables. Et l'une des vertus, je pense, du contrôle des aides d'État, c'est qu'il évite aussi un certain nombre de solutions faciles à court terme qui sont de sauver telle entreprise, de répondre positivement à la demande de tel élu influent ou de telle entreprise, pour se concentrer, alors d'abord sur un grand nombre de questions qui, à la lumière des différentes interventions qui ont eu lieu depuis le début de ce débat, et aussi à la lumière de ce que disaient Xavier et Jean-Philippe, ne relèvent en rien de l'octroi d'aide ou de la politique de la concurrence. Quand Xavier
parle de coût du travail ou de la monnaie unique, des effets pervers de la monnaie unique, ça ne concerne pas le droit de la concurrence, ça concerne d'autres domaines de la politique économique. Et ce n'est pas forcément pertinent, et c'est parfois trop facile d'attribuer tous les défauts à la politique de la concurrence, alors que les enjeux sont ailleurs. De même, en matière de politique industrielle, il y a des enjeux, par exemple, de financement et d'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui, pour la compétitivité d'un pays à long terme, sont beaucoup plus importants que le sauvetage de telle ou telle entreprise. Bien, merci David. Alors, on a compris, on ne sait pas tout, mais on sait quand même qu'il ne faut pas faire de la concurrence le bouc émissaire de tous nos mots. Merci à tous et merci surtout d'être restés à une heure aussi tardive. Bonsoir.